Bonjour et bienvenue dans State of the Union. Ce fut une semaine difficile pour la démocratie. À Moscou, la justice a condamné l'opposant Alexei Navalny à la prison pour avoir violé son contrôle judiciaire alors qu'il était en convalescence en Allemagne après son empoisonnement. En Birmanie, les militaires ont repris le pouvoir par la force et ont arrêté la chef du gouvernement, Aung San Suu Kyi. Elle est accusée d'avoir violé la loi sur les importations et les exportations, une accusation étrange qui pourrait lui valoir 3 ans de prison. Les deux affaires ne sont évidemment pas liées, mais elles démontrent que des pays peuvent se moquer des principes démocratiques. Plus proche de chez nous, la Commission européenne poursuit ses efforts pour accélérer la campagne de vaccination. Le calendrier prend du retard car les fournisseurs ne peuvent pas produire suffisamment de doses et répondre à la demande. Tout le monde cherche des responsables sur les failles de la gestion de la crise sanitaire. La présidente de la Commission européenne a voulu calmer l'incendie politique en rappelant les enjeux de ce combat. Notre rival est le virus et l'industrie pharmaceutique fait partie de la solution à ce problème. Si les vaccins occidentaux ne peuvent pas répondre à la demande, pourquoi ne pas se tourner vers l'Est? C'est le choix du gouvernement hongrois. La Hongrie est le premier pays membre à avoir autorisé les vaccins russes et chinois. Nous avons été les premiers et il est peu probable que nous restions les seuls dans l'Union européenne. Nous entendons de nombreuses voix qui pressent pour évaluer l'efficacité des vaccins russes et chinois. Certains analystes politiques estiment que Moscou et Pékin cherchent à utiliser leur sérum comme arme géopolitique et pour accroître leur influence. Même la France et l'Allemagne concèdent que l'origine géographique du vaccin n'a pas d'importance tant que les doses sont approuvées par l'Agence européenne des médicaments. Puisqu'il est question de géopolitique, l'Union européenne fait partie de ces acteurs qui veulent renforcer leur influence sur la scène mondiale. Plusieurs centres de réflexion ont publié cette semaine un rapport sur les répercussions de l'ambitieux Pacte vert européen. Cette stratégie veut faire de l'Union un espace soutenable pour l'environnement et pour l'économie. Ce pacte vert veut engager une profonde refonte du système énergétique européen, ce qui aura forcément des conséquences géopolitiques et parfois inattendues. Retrouvons Susie Dennison, chercheuse au European Council on Foreign Relations. Merci de nous rejoindre. Vous êtes en charge de plusieurs dossiers sur le climat. Quels sont les principaux enseignements de ce rapport? Comment le pacte vert peut changer l'ordre géopolitique? Je pense que s'il est achevé dans la totalité de son ambition, le pacte vert change tout. C'est un projet réellement ambitieux qui veut transformer l'économie européenne. Cela veut dire que cela va changer les relations commerciales européennes avec les autres acteurs auprès de qui nous importons de l'énergie, auprès de qui nous importons des matières premières et des produits haut de gamme. Cela va nous encourager à regarder de plus près notre chaîne d'approvisionnement. Et beaucoup de regards hors d'Europe sont tournés vers Bruxelles et d'autres capitales pour savoir comment exactement le pacte vert va les toucher. Dans les grandes lignes, le pacte vert veut dire au revoir aux énergies fossiles et par conséquent, les grands fournisseurs comme l'Arabie saoudite, la Russie ou l'Algérie vont perdre des marchés et des revenus. Comment l'Union peut gérer les répercussions potentiellement négatives sur ces pays? Il faut dire clairement qu'il y aura des gagnants et des perdants dans le monde de demain en matière d'énergie. Mais l'accord de Paris est un objectif mondial. Et le pacte vert est la façon pour l'Union européenne de faire sa part de l'effort. Mais cela doit s'inscrire dans un effort plus grand, car l'Union ne peut pas agir seule de son côté. Nous ne sommes pas les seuls consommateurs de carbone.
This is not something that Europe can do on its own. We're not the only carbon consumer. Est-ce que la dépendance énergétique, disons vis-à-vis de la Russie ou de la Chine, car beaucoup de matières premières pour les énergies propres viennent de Chine, est-ce que cela est dangereux? I don't think it is that. Ce n'est pas aussi simple. Je pense qu'il y aura des éléments en ce sens, mais il y a d'autres marchés intéressants concernant les matières premières qui seront nécessaires pour les énergies renouvelables. Je pense que l'Europe doit regarder avec attention ses relations avec l'Afrique, par exemple. Susie Dennison, merci d'avoir répondu à nos questions. Thanks very much. La lutte contre le changement climatique comprend la protection de la faune et de son habitat naturel. Mais est-ce que nous faisons suffisamment attention au bien-être de nos animaux domestiques? Une équipe de chercheurs de l'Université de Gand lance avec sérieux un avertissement. Les chats rencontrent des difficultés à cause des mesures de restriction. Leurs propriétaires restent plus longtemps à la maison et cela crée des perturbations dans la routine de ces félins. Les chats n'apprécient pas que, par exemple, lors de leur sieste du matin sur leur coussin préféré, quelqu'un s'emporte contre un ordinateur. Il y a des rapports déroutants lors du confinement à Paris et à Barcelone de chats qui sont devenus fous. Un thérapeute pour animaux estime que cela dépend du chat. Certains sont heureux d'avoir leur propriétaire plus longtemps à la maison. J'imagine que les chats sont un peu comme les humains. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et passez une bonne semaine.